Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur la télévision publique du Bénin. Voici les titres du journal. Interdiction de certaines manifestations publiques par des maires et préfets. Le Parti Les Démocrates monte au créneau. Dans une déclaration publique, les dirigeants LD dénoncent une violation des droits prescrits. Paix et cohésion sociale au Bénin, des dignitaires traditionnels annoncent leur contribution aux efforts de pacification nationale. À suivre l'initiative des membres de la chefferie traditionnelle du Koufo. Hors du Bénin, en RDC, ouverture partielle des écoles à Goma. Les Sud-Africains rejettent quant à eux la procédure d'asile créée par Donald Trump alors qu'un premier groupe de migrants expulsés des USA arrive au Venezuela. À nouveau, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec ce journal que nous démarrons avec cette sortie médiatique des députés du groupe parlementaire Les Démocrates cet après-midi à Cotonou. Principaux sujets évoqués, l'interdiction le week-end écoulé de plusieurs manifestations LD par des autorités locales. La question du troisième mandat qui agite l'opinion s'est aussi invitée dans cette sortie médiatique du parti Les Démocrates. Suivons ici un extrait de la déclaration LD présentée par le député Kolaole Diman Oban sur une proposition de William Aguiar et Wenceslas Savoimon. La Constitution révisée de novembre 2019, la charte des partis politiques et le statut de l'opposition autorisent-ils un maire à interdire une manifestation d'un parti politique régulièrement constitué? Bien au contraire, de façon constante, tous ces instruments juridiques consacrent la liberté d'expression et surtout garantissent le rôle des partis d'animer la vie politique. Comment un parti politique peut-il animer la vie politique si de manière systématique, ces manifestations sont interdites sans justification? Conformément à la charte des partis politiques, le Parti Les Démocrates est un parti régulièrement constitué et est aujourd'hui crédité de 28 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas une obligation légale pour le député de rendre compte au mandant par le biais des séances de reddition de comptes? La Constitution dispose que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et animent la vie politique. Comment concourir à l'expression du suffrage lorsqu'on est empêché d'entrer en contact avec les populations et les militants? Pendant qu'il est interdit aux députés du Parti Les Démocrates ainsi qu'aux militants d'animer la vie politique, il s'observe les partisans du chef de l'État à l'intérieur du pays qui, pour vanter les mérites du régime de la rupture, qui pour jeter de l'opprobre sur l'opposition, qui d'autre pour demander un troisième mandat inconstitutionnel au profit du président Patrice Talon. À ce propos, les autorités judiciaires devraient se saisir de cette violation publique de la Constitution notoirement constitutive de troubles à l'ordre public. Le Parti Les Démocrates demande au chef de l'État de rappeler à l'ordre les maires, les préfets et la police républicaine pour que cessent ces actes de violation de nos libertés fondamentales. Et au-delà des angoisses suscitées par les débats agités dans l'opinion sur un troisième mandat anticonstitutionnel, des réflexions fusent pour que les Africains conçoivent in fine des régimes démocratiques plus stables comme on peut en trouver ailleurs. Ainsi d'ailleurs que le souhaite le coordonnateur du Collège des ministres conseiller du président Patrice Talon. On écoute ici Janvier Yarouéléo. Nous avons réussi, comme disait le professeur Devoidjere, avec la fatalité. Nous sommes passés de Cototrou à Cotopavé. Et un monsieur est venu, un homme, je dirais, providentiel, qui s'appelle Nicéphore Soglo, qui en 5 ans a redressé ce pays. Et on est passé, si je prends le cas du coton, on est passé de 90 000 tonnes en 1990 à plus de 350 000 tonnes en 1996. Le Bénin a changé. Le monsieur a tellement travaillé qu'on
on a surnommé Hercule. Mais par quel phénomène les Béninois ont pu chasser un président du genre pour ramener la mafia au pouvoir? Sous Soglo, la Sonapra contribuait au quart du budget national. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette Sonapra-là, les copains du chef de l'État vont prendre le coton à 0 francs à Sonapra, ils vont vendre et les plus sérieux viennent retourner les sous après. Mais il y a un monsieur qui, à lui tout seul, a acheté pour 14 milliards à la Sonapra, n'a jamais payé, jusqu'à aujourd'hui. Et pour sauver la campagne, le président Yahya Boni a dû décaisser 11 milliards du trésor public pour pouvoir payer les transporteurs et autres et sauver la saison. Est-ce que vous vous rappelez, quand pour couvrir le vol, le bureau du ministre, on l'incendie. Le bureau du directeur financier, on l'incendie pour faire disparaître toutes les preuves. Et vous vous rappelez, nous avons réussi à soulager les caisses de la Sonacop de 16,6 milliards dans ce pays. Et lorsqu'on a fini de faire tout ça, on est passé d'un pays qui décollait et on revient à un pays qui recule. C'est pas honteux? Pour moi, c'est honteux. Dans ce pays, la douane a arrêté un ministre à l'aéroport avec une somme de 900 millions. Le peuple s'écrie et le chef de l'État vient gaillardement à la télévision. Dit, mais pourquoi vous parlez de ça? Quelqu'un a perdu son argent. C'est pas honteux, ça. Un Français qui a l'habitude de venir voir la belle famille, qui a mis 4 ans avant de revenir. Il me voit, ça fait à peu près 8-9 mois, et il dit, mais Janvier, votre président, vous êtes sûr que c'est un homme, celui-là? Je dis, mais non, c'est un extraterrestre. On ne peut pas construire un pays de cette manière en si peu de temps. Et c'est quand il s'est expliqué, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais on ne peut pas avoir la chance d'avoir un bâtisseur. Si nous remontons un peu en arrière, vous aurez dit la même chose pour Yahya Boni par le président? Et pourquoi? Jamais. Mais attendez. Alors, comment faire alors dans ce cas de figure? Tous les scandales que j'ai dénoncés, c'est sous qui? Très bien. Alors donc vous comprenez le risque, la raison fondamentale pour laquelle un peuple ne peut pas confier son destin à un homme qui bénéficie d'un système qui lui donne la longévité au pouvoir ad vitam. C'est-à-dire qu'il emprisonne ce peuple. J'ai expliqué. Dans une impasse. Le système chinois est exceptionnel. Cette Chine ne connaît pas de démocratie. La Chine a choisi son modèle. À présent, une initiative de pacification sociale portée par la chefferie traditionnelle, une tournée de sensibilisation pour la paix et l'unité nationale au Bénin. En prélude, le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Gilbert Déoumalé, est allé à la rencontre des initiateurs, des dignitaires et sages du département du Koufo, avec à cœur le souci d'appréhender et de débattre dans la sérénité des lois électorales. Samira Tchabimane. Au fait, le Bénin est un et indivisible. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser le code électoral pour entraîner la jeunesse dans une rébellion, dans un incivisme qui ne dit pas son nom. Ils estiment qu'en l'état, le code électoral est chrysogène et que si on va aux élections avec ce code, il y a des possibilités qu'il y ait des affrontements. Et ils tablent sur 2 aspects. Le parrainage est une mesure exclusive, que les 20% sont taillés sur mesure. Alors, si vous avez des répondants, des élus qui proviennent de plusieurs départements, ça prouve que votre parti politique a une envergure nationale. Il n'est même pas question de 20% de ceux qui sont en âge de voter, ni de 20% de ceux qui détiennent les cartes d'électeurs. C'est 20% de ceux qui ont exprimé valablement leur suffrage. Nous avons voulu d'abord nous entretenir avec les dépositaires du patrimoine culturel. Ils ont pris des engagements fermes à nous accompagner dans la recherche de la paix et de la quiétude, surtout en période électorale. Lorsque
vous mettez au travers de la loi, vous serez sanctionné. Donc il n'est pas question qu'on aille aux élections avec des troubles. On va parler d'économie et de financement de l'économie à présent. À ce sujet, le Bénin abrite du 13 au 15 février prochain des dirigeants, en tout cas le club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique. La 36e édition des journées annuelles du club des dirigeants bancaires d'Afrique prend ses quartiers à Cotonou avec le partenariat du FAGAS, le Fonds africain de garantie de coopération économique. Le président de ce regroupement bancaire, lui-même dirigeant de groupe bancaire d'ailleurs, annonce ici l'agenda de Cotonou. On l'écoute sur une séquence proposée par FIFAMA Salomé Atadéji. Nous allons organiser les 36e journées annuelles du club des dirigeants de banque en association avec le FAGAS, et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le Dr Yambay et toute son équipe pour la détermination et l'engagement qu'ils ont mis pour organiser avec nous ces journées annuelles du club, sur un thème extrêmement important qui intéresse directement nos membres, et dont le titre est évocateur, c'est « Naviguer vers l'avenir, les banques face à tous les défis et enjeux en matière de mutation à la fois numérique, climatique, sociale et environnementale et organisationnelle auxquelles vont être confrontées les banques africaines ». Et donc l'objectif pour nous dans ces journées d'études, c'est de faire en sorte que tous nos membres qui viennent d'horizons divers et de géographies diverses, à la fois d'Afrique francophone, d'Afrique anglophone, etc., et qui sont très diversifiés également du point de vue taille, des banques individuelles ou des représentants de groupes sous-régionaux, régionaux bancaires africains. Le but, c'est d'avoir des regards croisés, des regards différents sur des problématiques communes. Et l'objectif principal pour nous, c'est d'essayer de, face à tous ces défis, face à toutes ces problématiques, de générer des solutions communes, des réponses communes à ces enjeux. Comment faire en sorte que la banque en Afrique, de manière générale, et le secteur financier, de manière générale, puissent jouer son rôle pleinement en matière de financement de l'économie, en matière de financement des PME, PMI, TPE, etc. Comment accompagner ce formidable mouvement vers le développement et vers la croissance que vit l'Afrique actuellement. Vous savez que plus d'une vingtaine de pays, selon le rapport du FMI 2023, africains, auront des taux de croissance supérieurs à 5%, dont le Bénin qui, comme vous le savez, continue à surperformer puisqu'il aura probablement un taux de croissance de 6,4 sur l'exercice 2025. Ça va être les 13-14 février. Voilà, on prend le rendez-vous. Elles sont des éminences de l'univers scientifique et célébrées comme telles par leur mérite. La communauté internationale dédie ce 11 février aux femmes et filles de science. Cette journée a été instaurée en 2015 par l'Assemblée générale des Nations Unies, une occasion pour remettre en lumière les figures scientifiques féminines illustres et inspirantes. Ce 11 février 2025 en marque donc le 10e anniversaire. Ariane Da Silva nous propose de marquer un arrêt sur cette journée. La science, moteur d'innovation et de progrès, reste, selon des estimations, un domaine où les femmes sont encore sous-représentées. Un rapport produit par l'UNESCO en collaboration avec le G20 et publié en 2024 révèle d'ailleurs que les femmes ne représentent qu'environ 22% des chercheurs dans les pays du G20. Un chiffre qui dissimule d'importantes disparités selon les disciplines et les régions. La Journée internationale des femmes et des filles de science est donc une opportunité unique de saluer celles qui repoussent les limites du savoir et travaillent à transmettre leur passion aux générations futures. Je suis chercheur permanent à l'UMAFA. Le prix le plus célèbre qu'on célèbre, c'est le prix L'Oréal UNESCO, que j'ai eu en 2021. C'était un prix de 15 000 € qui nous a permis de renforcer le plateau technique du laboratoire. En grandissant, je voulais devenir médecin afin de soigner les gens ou même apporter un remède au sida. Ma devise, c'est beaucoup plus travail, persévérance
et discipline. Des valeurs qui ont permis à Kafayat de se faire une place sur l'échiquier scientifique. Elle a d'ailleurs été détectée en 2023 pour faire partie des jeunes talents du programme L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science de l'Afrique subsaharienne. Ses travaux de recherche ont porté sur la résistance aux antimicrobiens. La résistance aux antimicrobiens, en effet, est un problème de santé mondial maintenant, puisque l'OMS estime que si rien n'est fait d'ici 2050, la résistance aux antimicrobiens causerait 10 millions de décès par an. J'ai décidé de travailler principalement dans l'écosystème du lac Nokoué. Dans le lac Nokoué, aux alentours du lac Nokoué, il y a beaucoup de bactériophages que j'ai décidé d'isoler et de tester leur activité maintenant sur les bactéries multirésistantes qui causent les maladies chez les personnes âgées ou les personnes immunodéprimées et chez les animaux. Les pionnières ont ouvert la voie et brisé les barrières sociales pour permettre aux générations futures de s'épanouir dans les sciences. Comme exemple, on peut citer Marie Curie, la seule femme qui a reçu 2 prix Nobel dans des disciplines scientifiques différentes, physique en 1903 et chimie en 1911. Elle est à l'origine des découvertes sur la radioactivité, ouvrant la voie à de nombreuses applications, notamment en médecine. Rosalind Franklin, souvent éclipsée par ses collègues masculins, elle a joué un rôle clé dans la découverte de la structure de l'ADN grâce à ses travaux en cristallographie au rayon X. Katherine Johnson, mathématicienne afro-américaine de la NASA. Elle a calculé avec une précision remarquable les trajectoires des missions spatiales, dont celle des premiers vols habités par des astronautes américains. Ada Lovelace, considérée comme la première programmeuse informatique, elle a imaginé les capacités des machines bien avant l'invention des ordinateurs modernes. Restons avec les femmes pour parler d'un sujet de bien-être, ou plutôt d'un accessoire très utilisé a priori par les femmes, les gaines. Elles sont présentées comme des solutions miracles pour affiner la silhouette ou obtenir un ventre plat en quelques instants. Les gaines amincissantes ont conquis le marché du bien-être et de la beauté face aux promesses des fabricants. Mais derrière, n'y a-t-il pas des inconvénients pour la santé? Que valent vraiment les gaines amincissantes? Heureuse Danondé s'est penchée sur ces questions. Raffermit le ventre, affine la taille, redessine les courbes. Ces slogans attirent des milliers d'adeptes du waist training. Portée sous les vêtements ou durant le sport, la gaine amincissante est présentée comme une arme redoutable contre les rondeurs. Ce sont des vêtements compressifs conçus pour affiner temporairement la silhouette en exerçant une pression sur l'abdomen, la taille, les hanches et parfois d'autres parties du corps. En général, quand nous regardons l'abdomen, il y a des côtes qui se retrouvent à ce niveau et ces côtes sont flottantes. Donc au niveau de ces côtes flottantes, lorsqu'on porte les gaines, ces gaines resserrent les côtes flottantes. Les organes vitaux se répartissent au-dessus et au-dessous de la taille, ce qui permet l'affinement progressif, entre guillemets, je dirais, de la taille. Ceci permet d'obtenir un effet gainant instantané en redistribuant les masses graisseuses et en maintenant la paroi abdominale. Et lorsqu'on met la gaine, le muscle, il se désengage parce que la gaine vient jouer le rôle de renforcement. Donc ce muscle qui n'est pas sollicité, il va diminuer de volume. Il va perdre en force. C'est un terrain vaste quand même, le travail au niveau de l'abdomen pour avoir une taille fine. Les gaines amincissantes ne sont rien de nouveau. Entre le 18e et le 19e siècle, c'était la star, l'incontournable du dressing des femmes à l'époque. Après le refus par les médecins pour raisons de santé et surtout d'inconfort, elles sont mises de côté. Mais les voici de nouveau, le vent en poupe, grâce aux réseaux sociaux. Pour la spécialiste de la médecine physique et de réadaptation, derrière ces promesses attrayantes, il faut alerter sur les dangers pour la santé. Les dangers que l'on court, c'est déjà d'abord une compression excessive et prolongée des muscles au niveau
abdominal et au niveau dorsal. Cela va entraîner une diminution du tonus musculaire. Et au niveau du haut, nous avons l'estomac qui, à un niveau donné, qui lui-même sera comprimé. Sa gaine aussi peut entraîner une stagnation sanguine avec une difficulté de circulation des fluides liquides dans le corps, ce qui va entraîner l'apparition de varices vers le bas. Le port de gaine prolongé va diminuer la force de vos muscles parce qu'ils sont moins sollicités, ce qui va vous créer des douleurs lombaires et les organes qui s'étaient un peu plus en haut appuieront sur la vessie, l'utérus et ils vont se déformer. Nos organes génitaux qui se trouvent en bas vont être déformés, ce qui peut entraîner des complications pour des futures grossesses. Cela va augmenter le risque de fausse couche. L'utérus peut diminuer de taille parce qu'il est mal irrigué, il est mal nourri. Au niveau de la vulve de la femme ou bien au niveau de l'anus, on voit l'organe qui sort. Et là, on ne parle pas de simple hémorroïde, mais on parle d'un prolapsus, ce qui peut entraîner des troubles urinaires. La femme, lorsqu'elle tousse, elle peut pisser sur elle. Là, on parle des conséquences à long terme. Des porteuses de gaines amincissantes rapportent des effets secondaires comme l'inconfort, les maux d'estomac. Mais elles continuent de les utiliser face à la pression sociale sur leur morphologie survenue parfois suite à un accouchement. Avec la gaine amincissante, l'apparence est réellement trompeuse. On va parler à présent d'un phénomène qui symbolise la vague rouge qui va bientôt déferler le 14 février prochain. La Saint-Valentin, vous avez tout deviné. La fête de l'amour est une bonne occasion pour les commerciaux de faire aussi des affaires. Une tendance qui prend chaque année des proportions énormes. Comment s'est-elle imposée au fil du temps? Justement, nous allons remonter aux origines. Et c'est avec les éclairages du prêtre catholique Hubert Kadowide de l'archidiocèse de Cotonou. On l'écoute avec Esther Amessiga et Daniela. Valentin, c'est un prêtre italien qui a vécu dans les années 270 et qui aurait, pendant la guerre, célébré beaucoup de fiançailles et de mariages. Il est mort martyr et depuis ce temps jusqu'au pape Alexandre VI, eh bien, qui a préféré l'invoquer en mémoire de tous ceux et celles qui se sentent appelés l'un et l'autre à fonder une famille. Ça, nous sommes au XVe siècle. Et on ne connaît pas, en tout cas, l'histoire ne nous donne pas en détail sa vie et sa naissance. L'histoire sait qu'il a été martyrisé le 14 février. Et donc, cette date-là, c'est son entrée à la vie, une vie que la mort ne peut plus détruire, la vie éternelle. Et c'est cela que le pape Alexandre a voulu mettre en exergue en choisissant le 14. Donc à partir du XVe siècle, les gens évoquaient Saint-Valentin et avec le temps, c'est passé de sorte que le 14 février est considéré comme l'histoire des saints qui ont évangélisé les Slaves. Et c'est à l'époque moderne que le monde, avec la remorque de l'économie, a souhaité remettre cette fête en vogue. Et le 14 est devenu la Saint-Valentin, donc la fête des amoureux, occasion de faire beaucoup d'économies, occasion aussi de faire des rencontres et des festivités. L'Église éveille ses fils et ses filles à ne pas prendre cette journée comme une journée de déviation, de fragilité, mais une journée de consolidation de leur amour. Et vous savez très bien que c'est l'amour qui fait la vie. C'est l'amour qui fait la vie et après l'amour, le fruit éternel de l'amour pour la plupart des couples d'ailleurs, ce sont les enfants. Mais quand ils arrivent et grandissent dans le foyer, parfois la communication se grippe avec les parents. Outil d'aide à l'éducation de l'enfant, le dialogue parent-enfant s'impose donc. Elle aide d'ailleurs à construire une relation de confiance, notamment face aux dérives et mirage des médias sociaux. Une mère partage avec nous ici son regard sur le sujet et quelques conseils. Elle s'est confiée à Jennifer Sativi et Françoise Insou.
vu que nous allons tous travailler et que nos enfants également vont à l'école, quand nous, parents, nous rentrons à la maison le soir, nous devons pouvoir appeler nos enfants pour leur demander ce qu'ils ont fait de leur journée, comment a été la journée, qu'est-ce qu'ils ont appris de nouveau, qu'est-ce qu'ils ont découvert de nouveau. Et quand nous faisons ce préalable-là, nous avons la possibilité de savoir les ressentis de nos enfants, nous avons la possibilité de connaître ce dont ils ont besoin, de pouvoir les orienter, de pouvoir les guider. C'est souvent la sexualité qui est un sujet tabou pour nous parents d'aujourd'hui. Mais je pense que même si on ne donne que ce que l'on a reçu, nous devons pouvoir avoir nous-mêmes notre propre éducation sexuelle aujourd'hui pour pouvoir éduquer sexuellement nos enfants. Si nous ne le faisons pas, si nous mettons les tabous et autres dedans, nous allons passer à côté de l'éducation de nos enfants. Nos enfants vont aller dans n'importe quelle dérive et nous ne pouvons pas récupérer. Parce que quand un enfant fait une bêtise, le nom de la famille porte loin et vous-même, parents, vous êtes éclaboussés. Donc oui, il faut obligatoirement parler de tout et montrer même que vous n'êtes pas expert, que vous êtes parent, mais vous êtes vulnérable. Quitte à ce que des fois même vos enfants vous conseillent. Parce que oui, les enfants aujourd'hui sont plus intelligents que nous et donc ils ont certaines informations que nous n'avons pas. Et l'enfant aura du plaisir à partager ce qu'il aura entendu autour de lui avec vous, quitte à ce que vous, en tant que vous lui dites, oui, ce que tu as entendu, c'est vrai, mais pour que tu puisses te protéger, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Tu pourras aussi bien jouer ton rôle de parent. Donc, pas de sujet tabou, on parle de tout. Et puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a des canaux digitaux qui rendent plus accro nos enfants, où tout le monde a envie de s'afficher, il faut pouvoir expliquer aux enfants que quand vous mettez votre image sur un canal digital, c'est que vous vous exposez. Et si vous vous exposez, on peut prendre votre image pour faire n'importe quoi. Nous allons sortir du Bénin pour aller en RDC avec l'ouverture partielle des écoles à Goma pendant que les Sud-Africains rejettent la procédure d'asile créée par Donald Trump alors qu'un premier groupe de migrants expulsés des USA arrive au Venezuela. On fait le tour de l'actualité internationale. Les écoles et universités ont partiellement rouvert leurs portes à Goma à la suite de l'accalmie dans le conflit qui oppose le M23 et ses alliés rwandais aux forces congolaises après un appel régional au cessez-le-feu. Les parents d'élèves n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école vu la situation que nous continuons toujours à traverser dans la ville de Goma. Dès nous venons de constater qu'au moins 80% d'enseignants jusque-là dans la ville de Goma n'ont pas accès à leur salaire. Pourquoi? Parce que toutes les banques sont fermées. Certains enseignants et élèves se sont présentés dans quelques écoles, mais la grande majorité des établissements scolaires demeurent fermés. Les habitants de Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud, rejettent la procédure d'asile créée par le décret de Donald Trump à destination des réfugiés africanos. Dans un décret présidentiel signé récemment, Donald Trump a décidé que les États-Unis encourageront la réinstallation des réfugiés africanos, à savoir les descendants des colons européens fuyant la discrimination raciale encouragée par le gouvernement. Deux avions, chacun transportant 95 Vénézuéliens expulsés des États-Unis, ont atterri à l'aéroport au nord de Caracas. Depuis le tarmac, le ministre vénézuélien de l'Intérieur affirme que ce récit selon lequel ils ont tous un casier judiciaire est un mensonge et ajoute que c'est aux États-Unis de décider si d'autres vols ramèneront des citoyens. Nous sommes prêts à envoyer ces avions quand ils le souhaitent, a-t-il laissé entendre. C'est sur ces échos de l'actualité à l'étranger que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.